Cap sur la grande édition de l'actualité de cette semaine du 24 au 28 octobre sur A12. Merci à vous de nous rejoindre. La une de l'actualité nous emmène tout d'abord à Londres où Rishi Sunak a succédé à Liz Truss au poste de chef du gouvernement britannique. L'opposition travailliste de gauche a très vite contesté sa légitimité lors d'un débat houleux au Parlement mercredi. En Italie, Giorgia Meloni dispose désormais de la plénitude de ses attributs de première ministre. Son gouvernement a été validé par le Sénat. Et le conflit en Ukraine qui laisse toujours planer le risque d'une escalade nucléaire. Ce mercredi, le chef de l'État russe Vladimir Poutine supervisait des manœuvres nucléaires menées par son armée. On y revient. Parmi les principales informations développées le lundi 24 octobre, la rencontre à Rome en Italie entre le chef de l'État français Emmanuel Macron et la nouvelle première ministre italienne Giorgia Meloni. Les deux personnalités ont évoqué les questions politiques, économiques et diplomatiques entre leurs deux pays. À son arrivée, Emmanuel Macron est accueilli par le fondateur de ce sommet, celui qu'on surnomme la petite ONU du Trastevere, du nom de ce quartier de Rome où il se déroule tous les ans. C'est la communauté catholique italienne de Sant'Egidio qui l'a lancé en 1986 pour jouer en quelque sorte le rôle de bras droit diplomatique du Vatican et œuvrer pour la paix. Ces journées réunissent à Rome des responsables et des croyants de différentes religions, ainsi que des humanistes laïcs, non pas dans un laboratoire clos, mais face au scénario du monde, face à la guerre. La guerre qui est dramatiquement revenue sur le sol européen avec l'invasion russe de l'Ukraine. La guerre en Ukraine qui devrait cette année occuper l'essentiel des discussions. C'est justement sur ce conflit que le président français s'est exprimé lors de son discours, affirmant qu'il y avait une perspective de paix, que la communauté internationale pouvait aider, mais qu'elle dépendait essentiellement de Kiev et de Moscou. En fonction de l'évolution des choses et quand le peuple ukrainien et ses dirigeants l'auront décidé, dans des termes qu'ils auront décidés, la paix se bâtira avec l'autre et l'ennemi d'aujourd'hui autour d'une table et la communauté nationale étant là. Le sommet se termine mardi et les chances d'obtenir un accord sont minces. Mais des avancées restent possibles. En plus de 35 ans d'existence, la communauté Sant'Egidio a permis la signature de nombreux accords de paix. À Kherson, dans le sud-est de l'Ukraine, où les autorités illégales installées par Moscou accentuaient la pression sur les civils sommés de quitter la localité au plus vite face à l'avancée des troupes ukrainiennes. Pour Kiev, ces opérations d'évacuation ne sont ni plus ni moins que des manœuvres de déportation en masse des populations ukrainiennes. Ce pourrait être la bataille clé de la contre-offensive ukrainienne, celle de Kherson, ville portuaire à l'embouchure du Dniepr, sous contrôle russe depuis près de 8 mois. Alors que l'armée ukrainienne se rapproche de la rive ouest du fleuve, les forces russes se sont retirées des villages de Khalove et de Kharivne. Face à cette avancée, les leaders pro-russes de Kherson ont lancé une vaste opération d'évacuation de la ville. Sur ces images filmées par France 2, les habitants quittent leur logement à la hâte, à bord d'un bateau, pour se réfugier sur l'autre rive, sous contrôle russe. Une opération que Kiev qualifie de déportation. Pourtant, dans le reportage, la majorité d'entre eux disent ne pas avoir été forcés. Ils savent que c'est un voyage sans retour. La voiture et toutes les autres affaires d'une vie, il ne reste plus rien. L'Ukraine a dû réduire sa consommation d'électricité. Un tiers de ses infrastructures a été détruit par des attaques russes et le pays craint une rupture totale à l'approche de l'hiver. Les rues des grandes villes sont plongées dans l'obscurité. Andriy Ovcharenko est commerçant à Kharkiv. Avec sa famille, il apprend à s'adapter aux pénuries. Une fois l'électricité coupée, dit-il, aucun magasin ne fonctionne. Les magasins qui fonctionnent sont uniquement ceux qui ont un générateur personnel. Le président Volodymyr Zelensky a demandé aux Ukrainiens de limiter leur consommation d'électricité et rappelé que plus de 1100 localités restaient privées de courant ce dimanche.
Autre grosse information de ce lundi, la succession au 10 Downing Street de Liz Truss. L'ex-chancelier de l'échiquier Rishi Sunak était au finish le seul candidat en lice au poste de Premier ministre après la défection de Boris Johnson. Il fut l'un des premiers à avoir lancé la fronde du gouvernement contre Boris Johnson. Rishi Sunak, 42 ans, est l'un des grands favoris pour le poste de Premier ministre. Après 2 ans au ministère des Finances, aujourd'hui, il n'a qu'un objectif, franchir les portes du 10 Downing Street. Je me présente pour être le prochain chef du Parti conservateur et votre Premier ministre. Autre candidat à la succession de Boris Johnson, Sajid Javid, ancien ministre de la Santé. En 2019, il était déjà dans la course à la primature mais finira 5e. À l'époque, Jeremy Hunt était tout proche de l'emporter. Cet ancien ministre des Affaires étrangères voit son expérience comme un avantage pour remporter l'élection. Les 2 plus grands défis auxquels nous sommes confrontés en tant que pays sont la crise internationale en Ukraine et une économie qui pourrait entrer en récession. Je suis le ministre des Affaires étrangères, donc le plus expérimenté au sein du cabinet que tout autre candidat. Dernière à s'être déclarée candidate, Liz Truss, ministre des Affaires étrangères. Elle a occupé des postes sous les 3 derniers premiers ministres. Le ministre de la Défense Ben Wallace était l'un des premiers candidats, mais s'est finalement ravisé. Son soutien à l'un des candidats pourrait alors être décisif dans la course au 10 Downing Street. Le président turc Recep Tayyip Erdogan proposait le 22 octobre un référendum sur un changement constitutionnel pour garantir le droit de porter ou non un voile dans la fonction publique. Nous en parlions dans notre édition. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a proposé samedi un référendum pour garantir le droit de porter un voile dans la fonction publique, les écoles et les universités. Ce débat s'est récemment enflammé en Turquie à l'approche des élections présidentielles et législatives de 2023. Afin de soulager complètement le cœur de nos filles et de nos sœurs, j'ai proposé la liberté du foulard. Qu'ai-je proposé ? D'en faire une garantie constitutionnelle. Le voile a longtemps été interdit dans la fonction publique et les écoles turques en vertu de la laïcité. Restriction levée en 2013 par le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan. La laïcité est un héritage du parti kémaliste, le CHP, qui pourrait remporter les prochaines élections. Début octobre, son dirigeant Kemal Kılıçdaroğlu, rival d'Erdogan, a souhaité montrer aux électeurs traditionnels de l'AKP qu'il n'avait rien à craindre en cas de victoire et que le voile pourrait continuer d'être porté. Face à cette tentative de récupérer des votes conservateurs, le président Erdogan a riposté en appelant à un changement constitutionnel à ce sujet. Le dirigeant turc se présente souvent comme le protecteur des musulmans contre de prétendues élites laïques. Sa proposition comporterait aussi des dispositions anti-LGBT. Xi Jinping a été réélu ce dimanche 23 octobre en tant que secrétaire général du Parti communiste chinois au terme du 20e congrès de cette formation politique. Ce succès pourrait lui ouvrir la voie à un nouveau mandat à la tête de l'État chinois en mars prochain. Le président chinois Xi Jinping a été reconduit ce dimanche pour un 3e mandat à la tête du Parti communiste. Il est suivi sur ces images par les 6 autres hommes qui composent avec lui le comité permanent, l'organe tout-puissant du parti qui détient la réalité du pouvoir chinois. Xi Jinping y a placé ses plus proches alliés, s'assurant ainsi un 3e mandat présidentiel en mars prochain. Il devient à l'issue de ce congrès le dirigeant chinois le plus puissant depuis Mao Tse-tung, fondateur du régime. 2e dans l'ordre protocolaire, Li Qiang, chef du parti à Shanghai, devrait, sauf surprise, devenir Premier ministre malgré sa gestion chaotique de la pandémie au printemps. En plaçant ses proches, le dirigeant chinois semble signifier qu'il souhaite gouverner au-delà d'un 3e mandat, c'est-à-dire après 2027 selon les spécialistes de la Chine. Autre organe du parti, le bureau politique composé de 24 personnes qui ne compte aucune femme, une première depuis 25 ans. Ce 20e congrès du Parti communiste chinois aura été marqué par une image, celle de l'ancien président Hu Jintao, escorté vers la sortie samedi, vraisemblablement contre son gré. Et en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Patrick Achi procédait au lancement de la construction de 5 piscines olympiques le samedi 22 octobre dans la commune d'Abobo. Avec une population estimée à plus de 50% de moins de 30 ans,
Le développement des structures éducatives, culturelles et sportives reste une priorité pour le gouvernement. Après le lancement il y a quelques semaines des travaux du CHR d'Abobo, ce samedi, le Premier ministre est dans la commune pour le lancement de 2 grands projets, aisance aquatique et garage école. Abobo est très fière et heureuse de compter parmi les communes privilégiées qui verront la construction sur leur sol de ces piscines olympiques. Cette sympathique cérémonie coïncide avec le lancement d'un autre acte majeur dans le domaine de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Le projet de construction de ce garage-école qui se matérialise ce jour est une formidable opportunité pour nos nombreux jeunes et artisans intervenant dans le secteur de la mécanique automobile. Le projet garage-école va regrouper sur un même site une école et un garage, permettant aux apprenants d'évoluer en situation réelle en réparant et entretenant les véhicules de particuliers. Le garage-école accueille, qualifie, diplôme et accompagne les jeunes attirés par une autre manière d'apprendre les métiers de la mécanique automobile à travers une pédagogie innovante qui est d'apprendre en faisant. Les jeunes développent ainsi le savoir-faire et le savoir-être de façon à s'épanouir et répondre aux besoins de la filière automobile. 50 jeunes seront retenus par session de formation pour des durées de 4 mois, formés à la mécanique automobile et aux métiers connexes. Une formation sanctionnée par un CQP puis ouverte sur les CAP, BT, DTS et autres diplômes d'ingénieurs. À côté de cette nouvelle, un autre projet tout aussi important, Aisance aquatique, qui veut créer en Côte d'Ivoire les conditions optimales à la pratique de la natation. Le projet prend en compte la réhabilitation des piscines de Bouaké et Bingerville, ainsi que la construction des piscines d'Atekoubé, Yopougon, Marcory, Koumassi et Abobo. Depuis l'indépendance de notre pays, l'État n'a jamais autant investi dans le sport que pendant ces 5 dernières années. Ce programme a également vocation d'aider à la formation des formateurs, à la promotion de la natation en Côte d'Ivoire en tant que discipline sportive. Mais vous le savez, nous avons une pandémie dans notre pays. Ce sont les maladies cardiovasculaires et l'AVC, et la piscine est un outil de rééducation. D'un coût global de 15 milliards de francs CFA, ce projet va engendrer de nombreux emplois directs et indirects. Pour le Premier ministre, l'enjeu est unique, améliorer les conditions de vie des jeunes. En dehors du divertissement, tout sport, que ce soit le football ou autre chose aujourd'hui, tout sport peut vous permettre de devenir un athlète de haut niveau qui fait rayonner le nom, l'image et le drapeau de son pays dans les firmaments de toutes les compétitions continentales et mondiales. Et on peut avoir des médaillés d'or ici à Abobo en natation. On est également ici pour construire, on a dit, une école garage. L'objectif de ce garage, d'abord, avant tout, c'est de prendre les mécaniciens actuels et de les envoyer là-bas en recyclage pour apprendre à réparer les nouveaux modèles de voitures qu'ils n'ont jamais vus. Pour qu'ils sachent réparer tous les nouveaux modèles de voitures qui sortent. Et c'est pour les jeunes qui sont sortis de l'école, qui n'ont pas pu continuer et qui sont intéressés par la mécanique, à leur apprendre ce que c'est que la mécanique, l'électricité, la tôlerie, la peinture auto, pour qu'eux aussi puissent gagner leur vie. C'est ça le projet garage-école. Et le gouvernement voit plus grand pour Abobo. Tu auras l'un des meilleurs stades du pays. Tu auras le plus grand centre hospitalier du pays. Tu auras la plus belle piscine olympique du pays. Tu auras les plus belles voiries du pays. On est en train de faire un échangeur là-bas, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. Tu auras le plus beau marché du pays. Madame la ministre, moi-même, je dois revenir bientôt pour lancer le plus grand lycée scientifique des filles de Côte d'Ivoire, ici à Abobo. Le mot transformation structurelle que le président dit régulièrement, là où il prend le mieux son sens. Parce que, comme vous l'avez dit, on sait où était Abobo, on sait où est Abobo, mais surtout, on sait où va Abobo.
Merci, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour toutes ces populations qui ont été patientes, qui ont été loyales, qui ont été engagées, qui vous ont soutenu et à qui vous, l'homme, qui mieux que quiconque connaissez le sens de la gratitude, est en train de le leur rendre au centuple. Des annonces qui ont donné le ton à la fête cette fin de semaine dans la commune Zo. Cap sur l'actualité du mardi 25 octobre, le président allemand Frank-Walter Steinmeier effectuait une visite surprise à Kiev en Ukraine. Il y a réaffirmé la solidarité de l'Allemagne envers l'Ukraine, alors que sur le théâtre des opérations, les combats se poursuivaient. Visite surprise pour le président allemand en Ukraine. Frank-Walter Steinmeier est arrivé ce matin à Kiev. C'est la première visite du dirigeant allemand depuis que la Russie a envahi le pays le 24 février dernier. Un déplacement en marque de soutien aux Ukrainiens. Depuis 8 mois, la Russie mène une guerre d'agression brutale contre l'Ukraine en violation du droit international. Il était important pour moi d'adresser un signe de solidarité aux Ukrainiens, surtout maintenant dans cette phase d'attaque aérienne avec des drones. J'attends avec impatience les discussions politiques avec le président Zelensky. Dans le même temps, à Berlin, le chancelier allemand Olaf Scholz et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, accueillent de nombreux participants à la conférence de reconstruction de l'Ukraine. Objectif principal, créer un nouveau plan Marshall pour le XXIe siècle. Lors de cette conférence, le président ukrainien a appelé au soutien de la communauté internationale pour permettre au pays de boucler son budget l'an prochain. La couverture du déficit budgétaire est estimée à 38 milliards de dollars. Mais à ce jour, son pays n'aurait encore rien reçu. Selon Kiev, la Russie aurait par ailleurs détruit plus d'un tiers du secteur énergétique ukrainien. Sur le terrain, la tension ne faiblit pas. Ce mardi, dans le sud-est de l'Ukraine, une forte explosion s'est produite à Melitopol, tout près d'un bâtiment abritant une chaîne de télévision et une radio pro-russe. 5 personnes ont été légèrement blessées. La ville de Melitopol, située dans la région de Zaporijjia, a été annexée en septembre par la Russie, avec 3 autres régions ukrainiennes, celles de Donetsk, de Lugansk et de Kherson. En France, le Parlement rejetait largement la veille la motion de censure déposée par l'opposition contre le recours à l'article 49.3 par la chef du gouvernement Elisabeth Borne pour l'adoption du budget 2023. Plus de détails dans cet élément. En France, l'Assemblée nationale a rejeté 2 motions de censure sur le budget 2023 malgré l'annonce surprise d'un soutien de l'extrême droite au texte de la gauche, la NUPES. Une alliance dénoncée par Elisabeth Borne. N'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. 2 motions de censure ont été déposées. La première, issue des rangs de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, enchaîne les excès et les contre-vérités. La seconde motion de censure, présentée par le Rassemblement national, dissimule mal derrière l'apparence de sérieux le simplisme, l'outrance et des fondamentaux idéologiques qui n'ont pas bougé depuis 50 ans. Ces motions répondent à l'article 49.3 de la Constitution, activé à 2 reprises, mercredi et jeudi, par la Première ministre, pour faire passer sans vote les parties recettes du projet de loi de finances et de financement de la Sécu. En l'absence de majorité absolue pour les macronistes à l'Assemblée, ces 2 49.3 sont probablement les premiers d'une longue série durant cet automne budgétaire. Le recours massif qui promet d'y être fait témoigne non seulement d'une faiblesse du pouvoir, mais surtout d'une incapacité à fédérer, à accepter de soumettre l'action publique à l'écoute et à l'échange. En somme, une inaptitude à jouer le jeu démocratique. Les 2 votes valent adoption en première lecture du volet recettes du budget 2023. Le Rassemblement national comme la NUPES ont décrit une atmosphère de fin de règne avec le recours au 49.3. Sans surprise, en Grande-Bretagne, Rishi Sunak succédait à Liz Truss au poste de Premier ministre après un vote au sein du Parti conservateur le 24 octobre. Il devenait ainsi le premier Britannique issu de l'immigration à diriger la Grande-Bretagne. Cette semaine, après avoir été battu par Liz Truss, Rishi Sunak prend sa revanche.
Il accède ce lundi au poste de Premier ministre britannique. L'ancien ministre des Finances est le seul député conservateur à avoir obtenu plus de 100 parrainages de ses pairs, nécessaires pour entrer dans la course. Sa rivale, la ministre des Relations avec le Parlement, Penny Mordaunt, n'en a pas rassemblé suffisamment pour pouvoir le concurrencer et organiser un vote. Quant à l'ex-premier ministre Boris Johnson, il a renoncé dimanche à se présenter après l'avoir envisagé dans un premier temps. Poussé à la démission en juillet dernier après une série de scandales, il a finalement estimé qu'il serait difficile d'unir derrière lui les conservateurs. Tout comme pour Liz Truss, de nombreux défis attendent désormais Rishi Sunak. Il aura la lourde tâche de faire sortir le Royaume-Uni de la crise économique et sociale qu'il traverse. Le pape François et le président Emmanuel Macron se sont rencontrés ce lundi au Vatican pour la 3e fois. Les deux personnalités ont échangé des conditions de retour de la paix en Ukraine. Ce sera un entretien clairement amical. C'est la première rencontre depuis la réélection d'Emmanuel Macron. 3e audience depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée en 2017. Elle intervient moins d'un an après la dernière audience au Vatican avec Emmanuel Macron. Cette fois-ci, au menu des discussions, il y aura clairement la situation internationale, la guerre en Ukraine, les menaces nucléaires russes, mais aussi d'autres dossiers comme le climat, l'accueil des réfugiés ou probablement la question de la fin de vie. On sait que Paris s'apprête à lancer une convention citoyenne alors que le pape François, lui, s'oppose à l'euthanasie. À l'issue de la rencontre, Emmanuel Macron rencontrera le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Parolin, ainsi que Monseigneur Paul Gallagher, considéré comme le ministre des Affaires étrangères du pape François. Après son acquittement l'an dernier par la justice internationale, Charles Blé Goudé, ancien ministre de Laurent Gbagbo et président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, a annoncé qu'il rentrerait dans son pays le 26 novembre prochain. C'est un retour que ses partisans ici attendent avec impatience et dont ils ont célébré l'annonce avec du champagne. Charles Blé Goudé reviendra en Côte d'Ivoire dans un mois, le 26 novembre prochain, après plus de 10 années d'absence, dont 5 en prison à la Cour pénale internationale. Charles Blé Goudé a finalement été acquitté pour son rôle dans la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait plus de 3000 morts. Il était à l'époque l'un des piliers du gouvernement de l'ancien président Laurent Gbagbo en tant que ministre de la Jeunesse et leader des jeunes patriotes. En revanche, ici en Côte d'Ivoire, Charles Blé Goudé a bien été condamné à 20 ans de prison, mais son parti, le COJEP, l'assure, il ne sera pas arrêté à sa descente de l'avion car son retour se fait en accord avec les autorités ivoiriennes. Les membres de son parti ont d'ailleurs rencontré ce lundi le chef de cabinet de l'actuel président Alassane Ouattara et celui-ci a souhaité à Charles Blé Goudé une bonne arrivée en Côte d'Ivoire. Depuis son acquittement, Charles Blé Goudé se dit dans un esprit de réconciliation. Il a officiellement demandé pardon aux victimes de la crise. Pour autant, pas question d'abandonner la politique, même si une question se pose toujours. Quelles seront ses relations avec son ancien mentor Laurent Gbagbo? Car ces relations se sont plutôt distendues ces dernières années, au fur et à mesure que les ambitions politiques de Charles Blé Goudé se sont affirmées, des ambitions présidentielles notamment. On en vient aux informations du mercredi, les 24-25 octobre. Les partenaires occidentaux de Kiev étaient réunis à Berlin en Allemagne pour la conférence internationale sur la reconstruction de l'Ukraine. 18 milliards d'euros, c'est le montant que les membres de l'Union européenne prévoient verser à l'Ukraine au titre de l'aide à sa reconstruction post-conflit en 2023. Les représentants de la Commission européenne et du G7 étaient réunis ce mardi à Berlin pour une conférence internationale sur l'après-guerre en Ukraine. L'Union européenne s'est engagée à verser 18 milliards d'euros à l'Ukraine en 2023, soit l'équivalent d'1,5 milliard par mois. Une portion encore minime des coûts de la reconstruction. Nous n'avons pas de temps à perdre. L'étendue des destructions est stupéfiante. La Banque mondiale estime le coût des dégâts à 350 milliards d'euros. C'est assurément plus que ce qu'un pays ou une union peut fournir seul. Tout le monde va devoir mettre la main à la pâte.
Le chancelier allemand Olaf Scholz a comparé l'étendue de la tâche au plan Marshall, le plan américain d'aide à la reconstruction de l'Europe après la Seconde Guerre mondiale. Donc voici l'enjeu du moment. Rien de moins que de créer un nouveau plan Marshall pour le XXIe siècle. Une mission pour notre génération qui doit démarrer aujourd'hui. Le rétablissement, la reconstruction et la modernisation de l'Ukraine sera effectivement une mission pour des générations. Une mission qui va nécessiter que la communauté internationale tout entière unisse ses forces. Mais c'est aussi une opportunité pour les générations à venir si nous faisons les choses correctement. Pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky, l'étendue des aides internationales devrait au moins s'élever à 38 milliards d'euros pour compenser le déficit budgétaire de l'Ukraine. La Banque mondiale prévoit une aide de 331,5 milliards de francs CFA pour le développement du secteur agricole au Togo. Cet appui financier devra servir à soutenir efficacement le gouvernement togolais dans la transformation structurelle de l'agriculture par l'acquisition de matériel moderne. Soutenu par le groupe de la Banque mondiale à hauteur d'environ 331,5 milliards de francs CFA, le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, FSRP, veut appuyer le Togo en matériel agricole motorisé. L'objectif est de fournir des tracteurs et machines agricoles, motoculteurs, trieuses calibreuses et accessoires au profit de ces structures partenaires sur le territoire. Une telle initiative vient, on va dire, à point nommé pour pouvoir permettre au pays de pouvoir faciliter la relance de son système agricole. Quand on sait qu'aujourd'hui le secteur agricole représente le secteur pourvoyeur d'emplois, car il fournit près de 2/3 des emplois du pays. Et donc la mise en œuvre de ce projet-là est d'une importance capitale, car elle permettra, on va dire, au Togo de pouvoir amorcer la transformation structurelle voulue pour l'agriculture. L'idée du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural dans le cadre de ce projet consiste à rechercher des soumissionnaires éligibles capables de fournir de tels matériels dans un délai de 5 mois. L'enveloppe totale prévue pour l'exécution de la première phase du projet s'élève à 570 millions de dollars, réunissant quelques pays de la sous-région, notamment le Togo, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Donc, la mécanisation qui est un pan assez important, car il intervient dans la réduction de la pénibilité du travail et permet également d'avoir de meilleurs rendements et surtout de réduire les pertes post-récolte. Et donc la mise en œuvre, on va dire, de ce projet permettra au Togo d'assurer une autonomisation de son agriculture. Mais il faudra aller jusqu'à la mise en place de nouveaux mécanismes de gestion innovants qui permettront, on va dire, au secteur agricole de pouvoir pérenniser les actions sport que le projet pourra réaliser. Lancé le 15 juin 2022, le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest vise à faciliter le commerce des produits et des intrants agricoles à l'intérieur et au-delà des frontières nationales, ce qui constitue un élément essentiel pour lutter contre l'insécurité alimentaire dans la région. Dans l'actualité du jeudi, nous vous parlions de la rencontre entre le chef de l'État français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz au palais de l'Élysée à Paris. Les échanges entre les deux dirigeants ont notamment porté sur des divergences sur les questions de politique énergétique et diplomatique. Le couple franco-allemand a du plomb dans l'aile. Mais comment aplanir les divergences ? C'était l'objectif de la rencontre à l'Élysée entre le président français et le chancelier allemand ce mercredi. L'Europe a plus que jamais besoin d'une relation forte entre ces deux moteurs, mais l'alchimie qui fonctionnait entre Emmanuel Macron et Angela Merkel s'est éteinte avec Olaf Scholz. Le dialogue a été amical et constructif selon les deux parties. Pourtant, Berlin et Paris ont de nombreuses divergences sur l'énergie, la défense, le nucléaire, sur plusieurs projets industriels communs. Mais le simple fait que cette visite ait eu lieu est un pas en avant, après le report en janvier d'un conseil des ministres franco-allemands qui devait se tenir ce 26 octobre en France. Le nouveau chef du gouvernement britannique Rishi Sunak faisait face ce mercredi à l'affront de l'opposition travailliste qui réclame l'organisation de nouvelles élections. Hors de question pour le successeur de Liz Truss de convoquer des élections générales qui risqueraient de voir son parti se faire éjecter. Le nouveau Premier ministre britannique a fait face ce mercredi pour la première fois de son mandat aux questions des députés.
Un exercice politique particulier dans un hémicycle où l'opposition a décidé de l'attaquer frontalement. Le leader travailliste Keir Starmer a remis en question la politique et la légitimité de Rishi Sunak, qui est arrivé au pouvoir après un vote interne au Parti conservateur et non pas à l'issue d'élections. Même son propre camp sait qu'il n'est pas du côté des travailleurs. C'est pour cela qu'il a été battu par l'ancienne première ministre, la seule fois où il s'est présenté à une élection. Alors pourquoi ne laisse-t-il pas les travailleurs s'exprimer et ne convoque-t-il pas des élections générales ? Rishi Sunak, troisième chef de gouvernement en 50 jours, s'est défendu face au pic de l'opposition. Notre mandat est basé sur le manifeste sur lequel nous avons été élus. Une élection que nous avons gagnée en 2019, je vous le rappelle, et qu'ils ont perdu. Un mandat qui dit que nous voulons un système social plus fort, de meilleures écoles, des rues plus sûres, le contrôle de nos frontières et le nivellement par le haut. Rishi Sunak exclut tout scrutin anticipé qui serait dévastateur pour son parti, distancé dans les sondages par les travaillistes. Ces arbitrages budgétaires très attendus dans le contexte de crise économique et sociale seront présentés à la mi-novembre. En Italie, le gouvernement de Giorgia Meloni a été validé mercredi par 115 sénateurs, ce qui fait d'elle officiellement la première femme à diriger un gouvernement dans le pays. Giorgia Meloni remporte aisément le vote de confiance du Sénat. 115 sénateurs se sont exprimés en faveur du nouveau gouvernement, alors que seuls 104 votes étaient nécessaires pour atteindre la majorité. La nouvelle première ministre s'est une fois encore employée à rassurer Bruxelles et les partenaires de Rome, inquiets à la perspective d'un gouvernement d'extrême droite en Italie. En Ukraine, il y a une guerre d'agression que nous ne pouvons pas accepter. Je ne peux pas l'accepter parce que j'ai toujours défendu le principe de l'autodéfense. La paix s'obtient en soutenant l'Ukraine, en permettant à l'Ukraine de se défendre. C'est la seule possibilité que nous ayons pour que les partis en présence décident de négocier. Avec ce vote, Giorgia Meloni achève la procédure qui fait d'elle la première femme à la tête d'un gouvernement italien et la première coalition conduite par l'extrême droite en Italie depuis la Seconde Guerre mondiale. La Macédoine du Nord et l'Union européenne travailleront désormais de concert pour le renforcement de la sécurité frontalière au port de l'Europe. Ce mercredi, un accord en ce sens a été signé à Skopje dans le cadre de l'opération Frontex. Une signature historique qui rapproche Skopje de Bruxelles. Le gouvernement de Macédoine du Nord et l'Union européenne ont conclu un accord de coopération pour la surveillance des frontières dans le cadre de Frontex, l'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes. Ursula von der Leyen est en visite pendant 4 jours dans les Balkans, une région désireuse d'intégrer l'UE. Le processus de négociation prend de l'ampleur et a fait du bon travail, et finalement également vis-à-vis de votre langue, explique-t-elle. Je vous ai promis que l'accord frontière signé serait traduit en langue macédonienne, sans note de bas de page, sans astérisque, sur un pied d'égalité avec les 24 langues de l'Union européenne. Et aujourd'hui, nous avons tenu parole. Frontex mène déjà des opérations conjointes avec d'autres pays de la région qui se trouvent sur la fameuse route de l'immigration clandestine des Balkans. Pendant ce temps, plus de 25 000 migrants sont toujours bloqués à la frontière entre la Grèce et la Macédoine du Nord. Le pays a fait entrer 170 personnes ce mercredi, syriennes et irakiennes, les seules nationalités à avoir le droit de continuer plus au nord. Pendant ce temps, en Russie, le président Vladimir Poutine supervisait personnellement ce mercredi des manœuvres d'entraînement des forces de dissuasion nucléaire de son armée. Des tirs de missiles balistiques et de croisières ont été effectués sous le regard vigilant du maître du Kremlin, et ce alors que les troupes de Moscou marquent le pas en Ukraine. La télévision russe diffuse des images où Vladimir Poutine supervise l'entraînement des forces de dissuasion nucléaire russes. Les exercices ont eu lieu ce mercredi et le président russe y assistait depuis une salle de contrôle. Ce type d'entraînement est mené périodiquement, mais ces exercices-là interviennent au moment où l'offensive russe en Ukraine marque le pas.
Selon le Kremlin, des lancements pratiques de missiles balistiques et de croisières ont été effectués. Ces exercices des forces de dissuasion stratégique se déroulent par ailleurs alors que la Russie accuse l'Ukraine de préparer une bombe sale, c'est-à-dire des explosifs conventionnels entourés de matériaux radioactifs. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, assure que Kiev se prépare à un acte terroriste de sabotage. Les alliés occidentaux de l'Ukraine redoutent que de telles accusations servent de prétexte à Moscou pour une escalade du conflit. Des heurts se sont déclenchés ce mercredi à Saqqez dans le Kurdistan iranien lors de la commémoration du 40e jour de deuil de Mahsa Amini, morte en garde à vue après son arrestation le 13 septembre par la police des mœurs. La police a ouvert le feu sur les manifestants. Le nombre total de personnes tuées depuis le début de la contestation mi-septembre s'élèverait à 141 morts selon des ONG indépendantes. Selon les images qu'on a pu voir, il y avait énormément de monde, plusieurs, peut-être des milliers et des milliers de personnes qui se sont rendues à pied donc au cimetière où elle est enterrée. Des slogans contre le pouvoir ont été lancés par cette foule qui s'est réunie et qui est venue d'un peu partout. Il y avait des embouteillages monstres et donc les gens se sont rendus à pied, faisant quelquefois plusieurs kilomètres pour se rendre sur la tombe de Mahsa Amini avec des slogans contre le pouvoir. Et à la fin de ce rassemblement, il y a eu des affrontements très violents, notamment des tirs donc de part et d'autre. Selon les médias officiels iraniens, il y a eu des affrontements entre des forces armées et donc des membres des groupes contre-révolutionnaires qui ont tiré contre les forces de l'ordre, alors que dans les premières heures, le rassemblement s'était plutôt déroulé dans le calme, avec notamment des slogans contre le pouvoir. Au Burkina Faso, le gouvernement du Premier ministre Apollinaire Kilem est désormais entré en fonction. Parmi les 23 membres du commando de la première équipe gouvernementale de l'ère Traoré, 5 ministres sont issus du dernier gouvernement du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba. Plus de précisions dans cet élément. Au Burkina Faso, la rupture avec l'ère Damiba n'est pas totale. 5 ministres du gouvernement dissous le 30 septembre 2022 ont été reconduits à l'occasion de la désignation du nouveau gouvernement intervenu ce 25 octobre, notamment Bassolma Bazié, maintenu au ministère de la fonction publique et du travail, mais élevé au rang de ministre d'État. Olivier Ragna-Newende Rwamba, qui a conduit toutes les négociations avec la CEDEAO sur le chronogramme et le délai de la transition, conserve également son poste au ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Ces ministres ont été reconduits dans le but et dans l'espoir de faire en sorte que les actions que ces ministres ont déjà entamées dans leur ministère, ces actions soient consolidées et renforcées, notamment dans la réforme de la fonction publique et dans la recherche de partenariats à l'extérieur. Ces partenariats qui doivent être d'ordre militaire, ces partenariats qui doivent être d'ordre économique. L'équipe désignée par le Premier ministre Apollinaire Joachim Kelliem de Tambela concède 2 postes clés à des militaires. Le ministère de la Défense, occupé par le colonel-major Kassoum Koulibaly, et celui de l'administration territoriale et de la sécurité, qui revient au colonel Boukaré Zungrana. C'est un militaire spécialiste des eaux et forêts qui coiffe le ministère de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement. Face à la recrudescence du terrorisme, les questions sécuritaires occupent une place centrale dans les défis de ce nouveau gouvernement. Et les attentes des populations pour ce gouvernement sont de 2 ordres. La lutte contre l'insécurité et la lutte contre l'inflation. Sur le plan de l'insécurité, il faut faire en sorte que le gouvernement puisse récupérer l'intégrité du territoire national ou tout au plus 90% du territoire national. Sur le plan de l'inflation, il faut faire en sorte que le prix du carburant soit baissé et que les prix des produits des denrées alimentaires aussi soient baissés. Les assises nationales avaient recommandé un gouvernement réduit au plus à 25 ministères pour réduire le train de vie de l'État. Défi relevé pour le Premier ministre qui a constitué une équipe de 23 ministres avec 5 postes attribués à des femmes, à l'instar de Aminata Zerbo Saban qui est à la tête du ministère de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques.
Le Sénégal voit grand dans ses ambitions énergétiques. Le pays qui vise une place au sein du GECF, le Gas Exporting Countries Forum, devrait accroître sa production annuelle de gaz à 2,5 millions de tonnes par an dès 2023. Dès 2023, le Sénégal produira annuellement 2,5 millions de tonnes de gaz. Si le chiffre n'est pas encore au niveau des plus grands producteurs, le pays pourra toutefois peser sur les décisions du cartel dont il fait désormais partie. L'entrée en tant qu'observateur du GECF, le Gas Exporting Countries Forum, qui réunit les principaux exportateurs de gaz dans le monde, va, selon les experts, impulser une nouvelle dynamique dans la filière gaz de ce pays d'Afrique de l'Ouest. L'entrée dans ce forum mondial des pays exportateurs de gaz lui apporte très certainement une visibilité de prestige, mais l'invite surtout et avant tout à la table de décision d'un groupe énergétique qui pèse plus de 43% des exportations mondiales de gaz en ce moment. Le Sénégal deviendra membre de plein droit du forum qui réunit les principaux exportateurs de gaz dans le monde quand le gisement Grand Tortue à Meyim entrera en production d'ici 2023. Selon Mamadou Falkan, le secrétaire général adjoint du comité d'orientation stratégique du pétrole et du gaz, l'exploitation des champs gaziers du projet Grand Tortue à Meyim va générer environ 2,5 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié par an entre 2023 et 2027, ensuite 5 millions de tonnes par an jusqu'en 2030, puis 10 millions de tonnes par an au-delà de 2030. Le Sénégal prend donc du poids énergétique, si on peut le dire ainsi, et pourra donc profiter du capital technique, des conseils opérationnels et surtout de l'expertise des grands producteurs gaziers de ce groupement. Le Gas Exporting Countries Forum, qui réunit les principaux exportateurs de gaz dans le monde, est une organisation dominée par les géants que sont le Qatar, l'Iran et la Russie. Le Sénégal deviendra le 20e membre de cette organisation qui comportera désormais 8 pays africains, dont le Nigeria et l'Angola. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel s'est tenue ce jeudi au siège de la télévision ivoirienne sous le thème de l'archivage numérique des supports audiovisuels du pays. Des précisions avec Mesmer Yao. À l'instar des 94 pays membres de l'UNESCO, la Côte d'Ivoire célébrait dans la faveur ce jeudi 27 octobre la 14e édition de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel autour du thème l'apport du numérique dans la conservation des œuvres audiovisuelles. Tous les intervenants ont été unanimes sur le fait que, sans mémoire, il n'y a pas de culture, ni de civilisation, ni de société et d'avenir. Le président de la Fédération ivoirienne des créateurs conservateurs d'images fixées donne les raisons de la célébration de cette journée. Les archives sont en moi comme les nerfs de mon corps. Je sens les archives. Sans les archives, il n'y aurait pas d'histoire, il n'y aurait pas une nation. Sans les nerfs d'un corps, nous serons tous comme des vers de terre qui traînent par terre. L'UNESCO, structure onusienne initiatrice de cette journée, a réaffirmé son engagement à la préservation du patrimoine audiovisuel dans nos États. Que serait le monde sans enregistrement des traces de notre passé? Le lauréat du prix Nobel Elie Wiesel nous offre une réponse. Sans mémoire, il n'y a pas de culture. Sans mémoire, il n'y a pas de civilisation, pas de société, pas d'avenir. L'honorable Abou Faustin, parrain de cette 14e édition en Côte d'Ivoire, a fait un plaidoyer auprès des populations et décideurs à s'approprier cette journée. Du haut de cette tribune, je voudrais inviter les décideurs, tous les décideurs de ce pays, que ce soit l'exécutif, le législatif, les collectivités et même la population à s'approprier cette célébration de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel consacrée par l'UNESCO en sa 33e session le 27 octobre de chaque année. Cela implique naturellement un accompagnement. Voilà pourquoi je suis là. Un accompagnement. L'accompagnement moral,
l'accompagnement intellectuel, l'accompagnement technique et l'accompagnement financier. Cette journée est célébrée chaque 27 octobre et invite les États à s'inscrire dans la conservation des œuvres audiovisuelles. La 3e édition de la Foire internationale de Treichville aura lieu du 2 au 11 décembre prochain à Abidjan, précisément dans la commune de Treichville. L'annonce a été faite par la commissaire générale adjointe de l'événement ce mercredi lors d'une conférence de presse à Abidjan. Cette 3e édition aura pour invité spécial le Ghana. Et nous avons un spécialiste pâtissier qui nous vient du Sénégal. Les couleurs de la 3e édition de la Foire internationale de Treichville FIT ont été lancées le mercredi 26 octobre dernier au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue à la salle de mariage de la mairie de la dite commune. Écologie, impact de l'artisanat sur l'environnement est le thème de cette 3e édition et le Ghana est le pays invité. Cette 3e édition qui se tiendra du 2 au 11 décembre prochain connaîtra plusieurs innovations selon la commissaire générale adjointe de cette foire. Alors au niveau du programme de la FIT de cette année, nous avons des formations en batik. Nous avons un formateur batikier sénégalais qui sera là pour donner des formations à des personnes qui seront vraiment intéressées. Nous avons un atelier enfant, c'est-à-dire initier les enfants à l'art depuis tout petit. Nous avons aussi le volet Festi-Fit, qui est la partie la plus intéressante parce que l'ambiance, la gastronomie et tout ce qui est prestation d'artistes. Vu qu'elle se tiendra dans la commune d'Zassa, les autorités municipales comptent appuyer financièrement la FIT. Au nom du ministre François Armicha, maire de la commune de Treichville et de son conseil municipal, vous réitérez encore une fois de plus combien de fois nous sommes heureux de passer ces moments avec des jeunes de Treichville, des artisans de Treichville. L'an passé, le ministre lui-même a accompagné en donnant un soutien pour le jour de la cérémonie de 500 000 francs. J'ose bien espérer que cette année, avec tout ce que vous êtes en train de vendre, la belle image de la commune de Treichville, nous devons, au-delà de l'appui institutionnel, être des partenaires privilégiés pour mieux présenter la commune de Treichville, la commune d'Zassa. Je voudrais que cette 3e édition soit une réussite. Dernier virage de notre recap de l'actualité hebdomadaire, les informations développées dans notre édition de ce vendredi 28 octobre, 6,6 milliards de dollars. C'est le montant record des super profits réalisés par Total Energy ces derniers mois depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. Cette hausse vertigineuse des profits de la multinationale s'explique notamment par la flambée des prix du pétrole provoquée par le conflit en Ukraine. Des précisions dans cet élément. Les derniers chiffres sont vertigineux. Au 3e trimestre, Total Energy a enregistré un bénéfice de plus de 6,5 milliards d'euros et plus de 17 milliards depuis le début de l'année. Un record dont se félicite le patron Patrick Pouyanné. Dans un contexte marqué par un prix du Brent à $100 le baril en moyenne et des prix du gaz exacerbés par l'agression militaire de l'Ukraine par la Russie, Total Energy a su tirer parti de son modèle intégré, notamment dans le gaz naturel liquéfié, pour générer des résultats en ligne avec les trimestres précédents. Le géant français reconnaît que c'est la guerre en Ukraine et ses conséquences, autrement dit, la hausse des tarifs de l'énergie, qui lui permettent d'enregistrer de tels résultats. Des super profits, comme on les appelle désormais, sur lesquels une contribution exceptionnelle sera a priori prélevée, jusqu'à 33% sur les bénéfices réalisés en France. Pour le gouvernement, c'est donc une bonne nouvelle, mais à certaines conditions. C'est une bonne nouvelle si il partage la valeur dans l'entreprise. Vous n'en êtes pas certain ? Il y a eu des décisions qui ont été prises un peu dans la douleur ces dernières semaines sur des revalorisations salariales après une grève qui a beaucoup impacté les Français. Donc s'ils partagent la valeur dans l'entreprise, si ils font baisser la facture des Français, je rappelle qu'il y a eu ces derniers mois une ristourne qui a coûté 500 millions d'euros, et si ils investissent en France, notamment dans le secteur des renouvelables. Sur le partage de la valeur dans l'entreprise, Total Energy a signé un accord pour augmenter les salaires. Des hausses que certains jugent insuffisantes.
Des militants écologistes ont investi jeudi le parvis du Palais Brongniart à Paris. L'objectif de ces activistes était de saisir l'occasion du Climate Finance Day pour dénoncer le financement par BNP Paribas d'investissements liés aux énergies fossiles. À Paris, des militants écologistes ont pénétré dans l'enceinte du Palais Brongniart pour dénoncer les investissements de la banque BNP Paribas dans les énergies fossiles. Une quarantaine de militants des associations écologistes Les Amis de la Terre et Alternatives à Paris ont déversé de la peinture noir pétrole sur les marches du siège de la Bourse de Paris. Alors, on est venu aujourd'hui à l'occasion du Climate Finance Day, qui est un rassemblement de tout un tas d'acteurs financiers privés, au cours duquel ils viennent s'acheter une conscience écologique, parler de leurs engagements pour le climat, quand derrière il n'y a aucune politique vraiment ambitieuse qui est mise en œuvre pour respecter, pour limiter l'aggravation du dérèglement climatique. Les trois ONG Oxfam, Les Amis de la Terre et Notre Affaire à tous accusent BNP Paribas de manquer à son devoir de vigilance sur les risques environnementaux et menacent la banque d'une action judiciaire. De son côté, la banque assure que la production de pétrole et de gaz ne représente plus qu'1,3% des crédits qu'elle accorde. Le monde est entré dans la décennie la plus dangereuse depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces propos sont du chef de l'État russe Vladimir Poutine qui les tenait ce jeudi devant les participants au forum annuel sur le rôle de la Russie dans le monde organisé par le club Valdaï. Pour Vladimir Poutine, l'invasion russe de l'Ukraine s'inscrit dans un changement tectonique de l'ordre mondial et la planète est entrée dans la décennie la plus dangereuse depuis 1945. Le chef du Kremlin a exprimé son point de vue lors d'un forum de discussion sur le rôle de la Russie dans le monde. La période historique de domination sans partage de l'Occident touche aujourd'hui à sa fin. Le monde unipolaire devient une chose du passé. Nous sommes à un tournant historique. La décennie à venir sera probablement la plus dangereuse, la plus imprévisible et en même temps la plus importante depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aux yeux de Vladimir Poutine, l'Occident essaie désespérément de diriger le monde et la plupart des peuples ne peut l'accepter. À tout cela s'ajoute la destruction des gazoducs européens. Cela dépasse l'entendement. Mais néanmoins, nous sommes témoins de ces tristes événements. Le pouvoir sur le monde est exactement ce que, soi-disant, l'Occident a misé dans son jeu. Mais ce jeu est certainement dangereux, sanglant et je dirais sale. Le conseiller du président ukrainien Mikhailo Podolyak estime que le président russe voit la réalité dans un miroir inversé. Mikhailo Podolyak ajoute par ailleurs que celui qui sème le vent récolte la tempête et que la tempête approche. De leur côté, les États-Unis relativisent la menace russe en la comparant aux défis durables que leur pose la Chine. La stratégie nationale de défense considère la Russie comme une menace aiguë. Nous avons choisi le mot aigu avec soin. À la différence de la Chine, la Russie n'est pas en mesure de défier profondément sur le long terme les États-Unis. Lloyd Austin estime possible le risque d'une escalade avec la Russie et prévient qu'en cas d'attaque nucléaire, la riposte serait importante. Et pour terminer, on prend la direction de la Libye où les tensions persistantes rendent pratiquement impossible l'organisation de la présidentielle. Pas question pour l'ONU d'encourager la tenue du scrutin sans avoir au préalable réunifié les deux gouvernements rivaux. C'est justement ce à quoi s'attelle l'émissaire du secrétaire général des Nations Unies, Abdoulaye Bathily. Selon le premier rapport du nouvel émissaire des Nations Unies en Libye, Abdoulaye Bathily, l'urgence dans ce pays d'Afrique du Nord est de réunifier les membres de l'exécutif pour entamer le processus de transition. Cependant, les efforts visant à résoudre les questions liées à la base constitutionnelle des élections ne semblent pas conduire à une action concrète de la part des acteurs concernés, ce qui retarde davantage les perspectives de tenue d'élections inclusives, libres et équitables. Depuis mon arrivée en Libye, j'ai entamé une série de consultations avec un large éventail d'acteurs politiques, sécuritaires et économiques libyens, ainsi que des représentants de la société civile de toutes les régions du pays, afin de mieux comprendre les défis actuels, les solutions possibles et les aspirations du peuple libyen. Depuis mars 2022, la Libye est dirigée par deux gouvernements, le premier ayant à sa tête Fathi Bachaga, désigné par le Parlement, et le second gouvernement, dirigé par Abdulhamid Beiba. Abdoulaye Bathily, sous pression de
l'ONU aura la tâche difficile de renforcer la sécurité nationale à travers diverses rencontres entre les différents acteurs institutionnels et la société civile pour comprendre les défis actuels et parvenir à un accord politique pouvant mener au scrutin général. La situation politique et humanitaire en Libye se dégrade. Il y a une situation politique accentuée par le bicéphalisme au niveau de l'exécutif libyen avec le Premier ministre. Et voilà autant d'obstacles qui constituent des pesanteurs dans l'agenda diplomatique international. Il est donc important aujourd'hui que nous allons très vite venir à l'unification d'un gouvernement unifié qui prend en compte toutes les sensibilités et les tribus libyennes pour pouvoir élaborer un plan de sortie de crise qui va permettre alors d'aboutir à des élections crédibles et incontestables. La date de la tenue d'élections parlementaires et présidentielles n'a pas encore été arrêtée. Toutefois, les Libyens aspirent à ce que ce scrutin contribue à mettre fin à un conflit armé fratricide qui déchire la Libye depuis 2011. C'est donc terminé pour la grande édition de cette semaine. On se donne rendez-vous lundi pour d'autres actualités sur A12, la chaîne des valeurs d'ici et d'ailleurs. Au revoir.